Très bien. Donc, pendant ça se connaît, on va démarrer avec je ne sais pas si tu es familière avec cet exercice, Sokna, le brise-glace, on appelle ça. Le brise-glace chez Entourage. C'est trois, quatre petites questions toutes simples, euh, très anodines, mais qui nous donnent pas mal d'insights sur toi, sur Sokna, qui est Sokna, en dehors de la bio classique qu'on connaît. Ça te va? D'accord, On démarre avec ce petit brise-glace en attendant les participants. d'accord, très bien, allons-y. Je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça, team entourage, si vous pouvez mettre Sokna en plein écran, vu que c'est son moment de vérité. Parfait. Alors, Sokna, excuse-moi, il y a un petit peu de bruit, je demande juste à ce qu'ils arrêtent à côté. Donne-moi une seconde. D'accord. Désolée pour cela. Alors, le brise-glace de Sokna. Sokna en quatre questions. Sokna, première question, s'il y avait un mot ou un adjectif qui te caractérise, ce serait lequel et pourquoi? Déterminé. Lorsque j'ai un objectif en tête, c'est très difficile de m'en défaire et voilà, je pense que c'est sans doute le. J'ai j'ai hésité entre têtu et déterminé, mais je me suis dit, il faut aller sur un terme un peu plus. Mais je pense que voilà, ces dernières années, le nombre de non, c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, mais ça ne Oui, s'est jamais fait, le marché n'est pas prêt. Voilà, le oui, nombre de fois où j'ai entendu ça, et c'est vrai qu'il y avait une petite voix qui me disait, mais t'es sûr que tu veux vraiment continuer à poursuivre? Euh, voilà. Oui. voilà, donc oui, oui, non, déterminé. Super. Deuxième question, s'il y avait une leçon que tu dois retenir de tout ton parcours professionnel, ce serait quelle leçon et pourquoi? Il vaut mieux demander pardon que la permission. Oh, très bien. Pourquoi cette leçon? Parce que je pense que lorsque je regarde la première partie de ma carrière, j'étais un peu voilà dans la continuité de l'élève modèle qui suit ce qu'on lui dit. Si on lui dit que c'est pas possible, bah faut pas y aller. Si on dit que c'est comme ça qu'il faut avancer, il faut y aller. Et puis il y a eu un moment où j'avais des vraies divergences avec mon management, où voilà, je pensais qu'il était possible de faire des choses différemment. Et en même temps, voilà, il y avait cette peur de sortir des chemins traditionnels. Et donc, euh, il y a certaines choses que j'ai osées et qui ont payé. Et je me suis rendu compte que parfois, il faut écouter cette petite voix, il faut y aller. Et puis ensuite, bon, ben, bien évidemment, C'est ça. remettre les choses en ordre si on Et a fait ou assumer les pas fait. conséquences du coup. Voilà, voilà, voilà. Très Mais ne clair. pas en avoir peur, il ne faut pas que forcément, justement, la perspective de ces conséquences paralyse. C'est ça Ah, surtout que je mhm. cherche à dire. Ouais, c'est très clair. Et si tu devais donner un conseil à Sokna d'il y a 20 ans, ce serait quel conseil? N'aie pas peur, Ça rejoint ce que tu disais, oui. n'aie pas Pourquoi? peur. Je pense que les 5 ou 7 premières années de ma carrière, ou même pendant mes études, j'étais persuadée qu'il y avait une seule voie royale pour arriver là où on souhaitait arriver. Et alors, d'une part, je me suis rendu compte en chemin faisant que je retrouvais beaucoup de personnes de mon parcours d'avant, mais qui avaient suivi des chemins et des formations complètement différentes, et on se retrouvait au même endroit. Donc, Oui. voilà, c'était la première leçon. Et la deuxième, vous savez, moi, ce rôle, je ne l'ai pas cherché. Beaucoup de gens m'ont demandé lorsque j'ai quitté la finance d'investissement, la banque d'investissement, pour venir vers la banque de développement. Ah, mais comment tu as fait? Est-ce que c'était quelque chose que tu préparais depuis des années? Est-ce que tu as postulé? Et je disais non, j'ai reçu cette proposition et tous les signaux pointaient vers c'est un gros risque, peut-être même un trop gros risque. Et à un moment donné, je me suis dit non, faut y aller parce que Mm. qu'ai-je à perdre réellement? C'est ça que j'appelle. Mais j'ai vraiment vu qu'il y a, je pense, si on devait prendre la Hadji d'il y a 10 ans, il y aurait beaucoup de choses que je ne ferais pas par peur. Hmm.
Donc, n'aie pas peur et prends des risques. Et Et qui sait, ça peut, sur un ça malentendu, peut ça peut payer, payer. tout ne paye pas. Alors, ça, c'est C'est ça. certain, hein. Des fois, il faut quand même le dire, hein, tout ne paye pas. Les risques, c'est pour ça que ce sont des risques, hein, c'est que ça peut aller dans un Exactement. sens comme dans un autre. Mais quand ça paye, ça en vaut vraiment la chandelle. C'est ça. Super. Et quatrième et dernière question. Si tu étais un animal à dire, tu serais lequel et pourquoi? Oh là là, je sais pas. Oh, c'est dur ça. Je sais pas, peut-être un chat. J'étais sûre, j'étais sûre. En général, quand les interlocuteurs ne savent pas, ils se replient sur le chat. Le Pourquoi le chat, exactement. Pourquoi le chat pour toi? La douceur, pourquoi le Ben chat? oui, et puis ouais, le fait d'être si observateur, le fait d'avancer à pas feutrés, Hmm, voilà. Je tout vois à fait, je une vois. petite réaction avec un rire. N'hésitez pas à réagir. Non, non, je vois exactement. Écoute, merci Sokna. Tu as vu, c'est pas si difficile. Tu as survécu au brise-glace J'ai en vécu au brise-glace. tu as survécu. Et c'est aussi une manière de découvrir nos experts en dehors des bios qu'on a déjà faites, qu'on voit un petit peu notre visage. Donc, on va démarrer cette masterclass. Bonjour, mesdames et messieurs qui êtes avec nous. Pour ceux qui n'ont pas suivi le brise-glace de Adi, je résume Adi en 4 questions. Adi, c'est quelqu'un qui est déterminé. Elle est déterminée parce que quand elle a un objectif en tête, elle est concentrée, elle est focus sur l'objectif. Si le conseil, la leçon principale qui a marqué son parcours professionnel, c'est il vaut mieux demander pardon que la permission. Pourquoi? Parce que sa carrière le prouve. Elle a été un élève modèle, elle a avancé avec voilà, les différentes étapes, puis elle a été une professionnelle qui ose prendre des risques et qui aujourd'hui dit qu'il faut quand même écouter de temps en temps cette petite voix et ne pas en avoir peur et surtout ne pas forcément avoir peur des conséquences des risques qu'on prend. Et Adi, si elle devait donner un conseil à Adi d'il y a 20 ans, ce serait mais justement, n'aie pas peur, prends des risques. Il n'y a pas de voie royale, au fait, pour atteindre ses objectifs. Il y a différents parcours. Et sur un malentendu, ces risques peuvent payer. Et quand ça paye, c'est très gratifiant. Et Adi, si c'était un animal, ce serait le chat. Parce que le côté douceur, Adi, elle est très douce. On le voit dans la manière dont elle s'exprime. C'est aussi le chat parce qu'elle observe. C'est quelqu'un qui observe beaucoup avant d'agir et elle avance à pas feutrés afin de tracer sa trajectoire. Est-ce que j'ai bien résumé à dire en 4 questions? Tout à fait. Parfait. Donc, peut-être pour conclure ce brise-glace, est-ce que tu peux nous donner ton avis, un mot sur l'initiative Entourage qui nous rassemble aujourd'hui? Ah, je trouve que c'est une initiative absolument louable. C'est vrai que lorsque tu m'as approché il y a quelques mois, je t'ai tout de suite dit oui parce que, alors tout d'abord, je pense que on ne cesse et on ne doit pas cesser de se former et qu'il y a divers moyens de se former et souvent c'est lorsqu'on pense à une formation, on la pense de façon très académique. Il faut aller s'inscrire, passer 3 jours dans un centre, voilà. Alors que cela peut également être fondé sur un retour d'expérience, sur des professionnels qui prennent le temps voilà, de partager leur expérience et qui n'est pas purement lié aux résultats professionnels. Et donc, je pense que c'est un concept et un format qui est très, très intéressant et surtout accessible. Ça, c'est aussi un point qui m'a particulièrement convaincue. Et dès les premiers mots, je dis oui, oui. Ouais, exactement. Et merci encore pour la confiance à dire. Écoute, je reprends la main, je partage mon écran, je vais prendre juste 2 minutes pour présenter cette initiative et on démarre après, on te laisse la main sur la masterclass. Ça te va? Super, merci pour ces jolis mots sur Entourage Adi. Comme Adi l'a dit, mesdames et messieurs, je me présente, je suis Raoda Taminou, je suis la fondatrice de cette initiative Entourage qui nous réunit aujourd'hui. Notre message pour vous, Adi et moi, c'est que si vous avez un projet ambitieux en Afrique, aussi bien un projet de carrière que d'entrepreneur, et vous êtes à la recherche de conseils fiables, ben arrêtez de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts. Voilà quelques visages. Il y a certains visages que vous allez reconnaître. C'est un échantillon des experts sur Entourage. On est réunis ensemble avec comme vision et comme mission de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique, avec comme volonté de vous aider à accélérer votre trajectoire parce que ce sont des experts devanciers, ce sont des experts décideurs et des experts facilitateurs qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous, qui les ont surmontés avec des succès et parfois avec des échecs et qui sont prêts à vous partager ces recettes
afin que vous évitiez de commettre les mêmes erreurs. Ça se passe sur la plateforme www.entourage.africa. Aujourd'hui, c'est un lot de, je crois qu'on a un pipeline de 95 experts qui nous font confiance, des experts assez expérimentés qui ont travaillé dans plus de 30 pays en Afrique et qui couvrent plus de 35 secteurs. Et aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme Entourage, on est quasiment sûr qu'en fonction de votre problématique, vous trouverez l'expert qui pourra répondre à votre besoin. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez sur la plateforme, vous réservez un appel vidéo payant de 30 minutes à 60 minutes et vous pouvez poser vos questions à nos experts et vous repartez avec des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business en Afrique. C'est aussi simple que cela. Dorénavant, vous accédez à des experts de qualité très inaccessibles, vous obtenez des conseils personnalisés et vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement en Afrique. Ça fait plus de 1 an, 2 mois maintenant qu'on existe avec des clients contents, des parcours transformés, des trajectoires accélérées et des clients qui évaluent au jour le jour nos experts et qui ressortent de ces sessions boostées et capables d'oser pour aller beaucoup plus vite dans leur carrière. On espère que ce sera également votre cas très prochainement. Et tout récemment, je crois que depuis 2 mois, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Entourage Plus pour ceux qui ne sont pas encore prêts à parler en one-to-one à nos experts, mais qui veulent quand même être inspirés et passer à l'action. C'est un espace pour nous, les membres premium, où on apprend à répliquer le parcours des vrais succès africains. Dans cet espace, on apprend de nos leaders à travers des études de cas. Donc, à la fin de cette masterclass avec Adi, on va vous rédiger une étude de cas sur les stratégies que Adi met en place. Donc, ceux qui ont envie de s'en inspirer pourront lire cette étude de cas. On échange avec les experts en petit comité, on les invite de temps en temps et ils répondent à nos questions pour nous débloquer. Et quand on est maintenant conquis, on passe en one-to-one sur Entourage. Et aussi, on dîne à la table de ces experts. Donc, quand elle dit voyage, parce qu'elle voyage très souvent, de temps en temps, elle va me dire, Raouda, je suis au Maroc, je suis à Abidjan, je suis à Cotonou. Est-ce qu'il y a des membres entourage avec qui je peux échanger? Et on lui organisera un petit dîner pour que vous, mesdames et messieurs, puissiez apprendre de son expérience et repartir enrichis. C'est un petit peu ça, Entourage Plus. Et bien sûr, nous, même les membres, les futurs leaders, on réseaute entre nous pour espérer tracer notre trajectoire. Voilà, Entourage et Entourage Plus. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On aura l'occasion d'en parler à la fin de la session, de cet espace où la réussite se conjugue ensemble. Et tous les samedis, pour pouvoir démocratiser atteindre notre mission de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan, nos experts jouent le jeu et ils viennent tous les samedis à 10 h GMT nous former sur la thématique de prédilection. Et ce samedi, donc, c'est Madame Adi Soknam-Bay qui nous fait l'honneur de nous sensibiliser sur sa thématique transformer la finance africaine par la titrisation à travers l'innovation, la souveraineté et l'impact. Adi, la parole est à toi. Je coupe mon partage d'écran. Merci beaucoup, Raoda, pour cette présentation de Entourage. Et à nouveau, bonjour, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un plaisir de présenter cette masterclass donc, dédiée à la titrisation. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran afin de démarrer la session. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est en train de charger, oui. On voit maintenant. Parfait. Alors, donc, transformer la finance africaine par la titrisation, c'est la mission de BOAD Titrisation depuis sa création. Et c'est vrai que ces dernières années ont été marquées par un renouveau, un dynamisme réactivé de cette activité. Et donc, avant de parler de ce que nous avons fait au sein de BOAD Titrisation, je souhaiterais revenir sur ce que c'est que la titrisation, ce mécanisme qui est souvent mal compris, perçu comme étant compliqué, cher, long à mettre en place. Et c'est vrai qu'on a essayé de trouver des petites parades pour justement adresser ces points. Alors, tout d'abord, BOAD Titrisation. Nous sommes la première société de gestion à avoir été agréée par l'AMF UMOA, donc anciennement appelé CREPMF, en 2014, avec une création en 2011. Et aujourd'hui, nos titres émis représentent, alors c'était 30% en 2024, mais je pense que nous sommes plutôt à 40% aujourd'hui du volume total des émissions en UMOA. Au 31 décembre 2024, nous avons laissé à Essian l'année 2025 pour la fin, pour vous expliquer tout ce que nous avons fait cette année. Mais au 31 décembre 2024, BOAD titrisation, c'est 600 milliards de francs CFA titrisés. Alors,
avec une grosse moitié pour les États. Les deux Soukouk en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un FCTC dédié à la dette intérieure de l'État de Niger, et enfin la titrisation des créances de la BOAD, souveraine et privée, en 2023 et 2024. Le marché a également beaucoup changé entre 2014 et aujourd'hui. Cette dernière décennie a vraiment vu une évolution de la typologie de titrisation réalisée, où nous sommes partis de Soukouk, un marché quasi exclusivement dédié au Soukouk, et qui s'est peu à peu, on a vraiment un switch en 2018-2019, alterné maintenant aujourd'hui sur des opérations de titrisation plutôt classiques, plus orientées vers le secteur privé, et qui touche aujourd'hui quasiment tous les secteurs, la télécommunication, l'électricité, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la microfinance, les banques commerciales, bien évidemment, et le logement. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces différentes opérations, et en particulier celles réalisées par BOAD Titrisation. Mais comme je le disais, avant de parler de notre activité et ce que nous avons fait, en quoi consiste la titrisation? Une technique financière qui existe depuis des décennies et des décennies, et qui, de façon simplifiée, consiste à transformer des flux réguliers, en général des actifs détenus par une institution, cela peut être une banque, ça peut être une entreprise privée, cela peut être le secteur public. Donc, transformer ces actifs en titres négociables sur le marché. Cette transformation se fait à travers un véhicule qui s'appelle le Fonds commun de titrisation de créances. Vous m'entendrez à plusieurs reprises utiliser l'acronyme FCTC, en anglais en général dénommé SPV, qui est la traduction en métier, le Special Purpose Vehicle. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que, alors je n'ai pas envie de dire tout, mais quasiment tout ce qui peut être rattaché à un flux régulier de liquidité, bien évidemment, est titrisable. Donc, on peut titriser les tickets d'entrée d'un stade de foot, on peut titriser des prêts immobiliers, on peut titriser des factures, on peut titriser des cartes de crédit. Enfin, voilà, c'est pour dire que le pool d'actifs titrisables est extrêmement large, et qu'aujourd'hui, on sait que le potentiel en UMOA est quasiment intact. Nous l'avons à peine amorcé. Alors, j'illustre ce propos avec quelques chiffres. Alors, comme vous le savez, la titrisation aujourd'hui, le plus gros marché se situe aux États-Unis. Ces chiffres datent de 2021, mais c'est juste pour vous donner la magnitude de ce marché dans le monde. 10 fois inférieur en Europe, avec à peu près 1 000 milliards d'euros au 31 décembre 2021, et on voit l'UMOA en 2021 avec 1,5 milliard d'euros titrisés. Ce chiffre a quasiment doublé depuis 2025, donc c'est pour dire tout le pas qui a été effectué en à peine 4 ans, mais nous sommes encore très loin de ce que nous pouvons faire, et nous savons que nous avons des besoins sans cesse croissants dans quasiment tous les secteurs dans notre chère région. Donc il y a un outil ici précieux et puissant qui peut être exploité. Alors, lorsqu'on a dit cela, ce n'est pas pour non plus dire que c'est une opération sans risque. Ce n'est pas une opération simple. C'est une opération qui implique de nombreux intervenants. Donc, tout d'abord avec l'arrangeur. L'arrangeur, c'est l'entité qui va établir la relation entre le cédant, donc celui qui va transférer ses créances ou ses factures, montrer ses actifs, mais qui va également être le point de contact avec tous les autres intervenants, car l'arrangeur est mandaté par le cédant pour réaliser une opération, mais va ensuite chercher le conseil juridique pour établir la documentation juridique, va discuter avec le régulateur, va recruter l'agence de notation, le chef de file, la banque dépositaire, parce que les flux
ne passe pas à travers le fonds, mais passe à travers une banque. Le gestionnaire de créances, parce qu'une fois que ces créances ont été cédées, il faut continuer à les gérer. Alors, il s'agit en général du cédant, mais c'est un rôle dédié, rémunéré. L'auditeur des créances, parce que nous, arrangeurs, voire sociétés de gestion, ne pouvons pas juste prendre un portefeuille et dire il est sain, les créances existent et tout va bien. Il faut que ce portefeuille soit attesté, que ces créances soient vérifiées et qu'une partie tierce et indépendante et surtout autonome puisse dire oui, ce portefeuille est titrisable. Et donc, c'est ce rôle que joue l'auditeur des créances. Et enfin, le CAC du fonds. Donc, CAC, c'est les commissaires aux comptes. Donc, du FCTC, comme je disais tout à l'heure, je vais utiliser cet acronyme régulièrement durant cette présentation. Donc, le Fonds commun de titrisation de créances, qui est en charge d'établir les états financiers tout au long de la vie du fonds. Parce qu'une opération de titrisation, c'est en général 5 à 7 ans, voire 10, voire plus. Et donc, il faut qu'on puisse avoir notre propre auditeur, non pas l'auditeur du portefeuille, mais l'auditeur du fonds lui-même, pour s'assurer que toutes les diligences soient réalisées de façon correcte et en adéquation avec les exigences du régulateur. Le deuxième point, illustré à travers cette slide, porte sur les étapes. Parce que souvent, on nous demande, mais alors, bon, je cède mes créances et puis qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que j'ai l'argent? Et puis les investisseurs aussi nous demandent, mais d'accord, mais d'où vient cet argent? Comment est-ce que vous nous remboursez? Donc, le cédant va céder ses créances à travers un portefeuille dédié au fonds. Mais avant de faire cette cession, le fonds qui aura entre-temps obtenu un agrément et un visa du régulateur après soumission du dossier d'agrément va lancer une paire de souscriptions en disant voilà, alors je vais prendre un exemple, la BOAD titrise 150 milliards de francs CFA de créances souveraines, payant, alors en 2023 c'était 6,10%. La paire de souscription va durer un mois. Chers investisseurs, voilà, manifestez-vous durant cette période. Donc les investisseurs remplissent un bulletin de souscription disant je souhaite souscrire, je veux acheter ces créances. Et lorsque cette période de souscription se termine, donc nous collectons ces différents bulletins durant la période de souscription, qui sont une sorte de promesse, c'est-à-dire il n'y a pas de virement de quoi que ce soit, hein, c'est juste un document légal qui est rempli, mais qui atteste de l'engagement alors d'un investisseur. Ça peut être une banque, cela peut être une institution privée, il peut dire voilà, moi je vais investir 1 milliard, cela peut être des particuliers parce que ce sont des APE que nous faisons des appels publics à l'épargne. Les obligations sont en général de 10 000 francs CFA, donc tout le monde en réalité a accès à ces produits. Oui, je vois Raouda qui hoche la tête, mais souvent on me dit oui, mais vos opérations, elles viennent, elles partent, on n'est pas au courant. Mais ce sont des appels publics à l'épargne. Toutes nos opérations à date, nous en avons fait 7 avec BOAD titrisation depuis 2022, sont accessibles à tout le monde hein, sur le marché. Donc il faut rester informé, bien évidemment, regarder la presse. Mais pour revenir au mécanisme, vous souscrivez donc à ces titres, 10 000 francs CFA, 1 million, 10 milliards. Et ensuite, à la fin de la période de souscription, nous informons l'ensemble des investisseurs, voilà, la période de souscription est clôturée, vous devez effectuer votre paiement sous 5 jours, et donc nous collectons cet argent. Avec cet argent, nous allons payer le prix d'achat des créances au cédant. Et en contrepartie, ce cédant va nous restituer le portefeuille cédé. Donc ça, c'est ce qui se passe, à la mise en place de l'opération et du fonds. Maintenant, durant la vie de l'opération, il n'y a plus autant de flux. Il y a en réalité que deux flèches, comme vous pouvez le voir, celle de la transmission, le remboursement des créances qui se fait toujours à l'adresse du cédant. C'est lui qui a la relation commerciale avec ses débiteurs, va recevoir l'argent, mais ces créances ne lui appartiennent plus, donc il est dans l'obligation de nous les retransférer. Donc ceci constitue la première flèche en bas du slide. Et le fonds, avec cet argent récolté, ces créances remboursées, va rembourser à son tour les investisseurs. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les fréquences
de part et d'autre de ces deux types de flux ne sont pas les mêmes. On va par exemple recevoir tous les mois un remboursement du cédant, donc les flux qui reviennent, le recouvrement des créances sur les actifs titrisés, mais on va payer les investisseurs tous les 6 mois. Donc voilà comment nous arrivons à également gérer le risque, parce que nous allons avoir des plages de remboursement des investisseurs qui vont largement couvrir des périodes de décalage naturel. Par exemple, un débiteur peut voilà, avoir un retard de 90 jours ou de 30 jours, mais cela, nous l'analysons bien évidemment avec nos équipes dédiées à la structuration. BOAD titrisation, alors nous jouons un double rôle aujourd'hui. Nous sommes à la fois arrangeurs et société de gestion. Donc nous sommes à la fois dans la mise en place du fonds et dans sa gestion durant toute la vie de l'opération, ce qui fait que nous connaissons de façon très intime la structure, l'ensemble des intervenants, parce que c'est nous qui les recrutons. Et cela facilite bien évidemment la gestion plus tard, parce que nous sommes dans la continuité de notre rôle. Il y a 6 étapes dans la mise en place d'une opération. Alors, je parle juste du moment où on va avoir un mandat signé jusqu'à ce qu'on lance l'opération, parce que bien évidemment, ensuite, le reste dépend de la durée de l'opération. 6 étapes qui reflètent cette mise en place, mais surtout la chronologie assez naturelle d'une opération de titrisation où il faut d'abord identifier les créances, quelle maturité, quel type de créances. Est-ce que nous sommes sur des créances commerciales? Est-ce que nous sommes sur des factures? Est-ce que nous sommes sur des créances hypothécaires? De quoi sommes-nous en train de parler? Quel est le risque sous-jacent? Qui est le cédant? Est-ce que c'est une entité qui est déjà venue sur le marché? Est-ce que c'est une entité qui a déjà fait une titrisation? Et à l'issue de cette analyse préliminaire, nous faisons une proposition. Nous disons, bon voilà, après avoir regardé votre portefeuille, nous pensons pouvoir titriser sur les 13 milliards que vous nous avez envoyés, 10. Nous pouvons extraire 10, où là, voilà, nous pouvons monter une opération solide. À partir de cette proposition, le cédant a le choix de poursuivre ou non. En général, ils poursuivent. Hein. Et donc, il signe un mandat. Et à ce mandat, nous donne la légitimité de faire deux choses. Un, d'aller finaliser cette structuration, donc de vraiment rentrer dans un détail un peu plus fin de ce que constituent ces créances. Nous travaillons de façon intime avec les départements de risque, de trésorerie, pour vraiment comprendre comment se passe ce recouvrement, mais également avec l'ensemble des autres intervenants. Donc ça, c'est vraiment la partie pure arrangement, parce qu'il faut aller recruter le conseil juridique qui doit démarrer la documentation. Nous devons parler avec l'agence de notation pour comprendre si notre appréciation du risque est alignée avec celle de l'agence de notation, parce que c'est celle qui vaudra pour les investisseurs, pas la nôtre. Et enfin, comme je disais, l'audit des créances, donc certifier que ces créances existent, sont bien réelles et certaines. Lorsque nous avons recruté ces intervenants, chacun rédige donc les documents qu'il a à faire, nous les regroupons et ceci constitue le dossier d'agrément. Donc le SONA est en général représenté par une soixantaine de documents, donc c'est quand même lourd en termes administratifs. Et ce dépôt auprès de l'AMF UMOA est suivi par 2 étapes. Un accusé de recevabilité, donc le régulateur qui nous dit « nous avons bien reçu votre dossier et il est effectivement recevable », parce qu'il peut également dire « il est incomplet, il n'est pas recevable, revenez ». Bon, voilà. Et la deuxième étape, qui est l'analyse de conformité, qui est de dire « nous l'avons analysé, ce dossier est conforme et peut passer maintenant en session, à la prochaine session pour agrément et visa ». Ces étapes prennent normalement entre 4 et 6 semaines. Notre expérience, c'est qu'on est plutôt sur du 2-3 mois parce qu'on n'a pas la main sur le calendrier de session du collège et que lorsqu'un dossier est validé comme étant conforme, il faut néanmoins attendre la prochaine session pour qu'il soit officiellement agréé. Une fois que l'on obtient ce visa, donc ce fameux Graal, nous pouvons démarrer le placement.
En réalité, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous déposons le dossier, on commence déjà à sensibiliser, alors pas tous les investisseurs et surtout pas le marché, mais les investisseurs de référence qui ont en général besoin, ils ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin de réaliser une due diligence parce que ce sont ceux qui vont se positionner sur l'opération avant son lancement en disant, nous allons prendre 30%, nous allons prendre 50%, voilà. Ils ont un rôle de catalyseur parce que lorsqu'un investisseur sait que la Banque mondiale a investi, ou que la Banque de développement du Royaume-Uni, ou que ces institutions qui, par leur réputation, viennent crédibiliser l'opération, voilà, c'est également un signal fort. Donc ces intervenants-là, nous allons les solliciter en amont parce qu'ils ne peuvent pas être appelés au moment du lancement. Ils ont besoin de plusieurs mois pour, euh, pour se positionner. L'autre étape importante consiste à communiquer. Une opération réussie, c'est une opération dont la communication a été effective. Il faut aller à la rencontre des investisseurs. Et quand je dis à la rencontre, c'est à la rencontre physique. Hein. Il faut voilà, prendre son bagage, aller prendre son avion et rencontrer ces investisseurs privés, publics, pour leur expliquer en quoi consiste l'opération, quelle est sa portée. Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs nous disent d'accord, il y a un taux intéressant, d'accord, c'est une opération qui se démarque du classique, mais quel est l'objectif final? Quel est l'impact? Qu'est-ce que cela apporte réellement lorsque nous participons et nous voulons quelque part euh, savoir que nous contribuons à un développement effectif de notre région. Donc, pour chaque franc CFA que nous allons investir, nous voulons savoir, in fine, où est-ce qu'il va être redistribué. Et ce sont des sujets qui sont particulièrement, alors pour nous, hein, euh, euh, incroyablement intéressant lorsqu'il touche au logement abordable, au financement des PME, au financement des projets d'énergie renouvelable. Mais tout cela ne peut pas être des promesses vides. Il faut qu'elles soient documentées et que ces investisseurs puissent être non seulement rassurés, mais également confiants sur le fait que cet argent sera correctement investi par le client, le cédant. Donc, une fois que cette période de placement est passée, alors souvent, c'est très intéressant, on annonce la clôture et puis on a un appel immédiat du cédant qui nous dit, bon, alors, c'est bon, vous avez clôturé? Oui, mon argent. Et on lui dit, oui, bah, on a clôturé, mais il reste maintenant une semaine, voire un peu plus, pour collecter cet argent. Il faut qu'on finalise la documentation et qu'on puisse faire cette session, parce qu'il ne s'agit pas juste de vous envoyer l'argent, il faut qu'on sache ce qu'on a en retour et il faut qu'on s'assure que c'est aussi à cette étape en adéquation avec tout ce dont on a parlé durant toutes les étapes précédentes. Voilà pour le rôle de l'arrangeur. Et c'est là que nous, BOAD Titrisation, changeons de casquette et nous prenons notre rôle de société de gestion de façon entière, car à partir du moment où nous réceptionnons le fonds des investisseurs, nous faisons l'acquisition des créances et que cet argent donc est transféré, nous rentrons dans un rôle où nous sommes à l'interface entre les investisseurs, le cédant, le régulateur, le CAC, l'agence de notation qui va continuer à noter ses titres, bien évidemment, euh, et, euh, et le conseil juridique lorsqu'il assure son rôle de veille juridique. Et donc, ce rôle demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'attention, demande à avoir des équipes dédiées et bien évidemment régulées, parce que nous devons tous les 3 mois faire un compte rendu de ce que nous avons fait avec l'argent reçu, de si nous avons effectivement payé les investisseurs à temps et en heure, et ainsi de suite. Et lorsque nous arrivons donc à la fin de la vie hein, de l'opération, donc au bout de 5 ans, disons, nous faisons un état des lieux. Et encore une fois avec l'appui du CAC, afin de liquider correctement le FCTC. Et voilà comment se aboutit, ou en tout cas se termine un fonds, parce qu'une fois qu'il est liquidé, il n'y a plus de flux.
voilà, il cesse d'exister et puis nous pouvons repartir sur d'autres opérations. Voilà de façon un peu ramassée en quoi consiste une opération de titrisation. Alors, j'ai quelques éléments de réponse additionnels sur où nous en sommes aujourd'hui en termes de titrisation en UMOA. Est-ce que nous sommes dans un marché qui certes se développe mais qui est à mi-chemin? Quel est le niveau de maturité? Alors, je vais juste vous montrer une dernière slide et puis je repasserai la parole à Rauda sur l'analyse que nous avons fait en 2022 pour essayer de comprendre quel était notre écosystème. Parce que lorsque je suis arrivée en 2022, pour en toute franchise, moi je me suis demandé, mais on annonce depuis 2010 ou 2011 que la titrisation est la solution miracle, qu'elle a un potentiel incroyable. Mais lorsqu'on regarde le nombre d'opérations réalisées dans la région, on est en 2021, on devait être à une quinzaine d'opérations en 10 ans, même moins, voire 10. Vraiment quinzaine, on est généreux. Et donc, pour moi, la question première était de se demander est-ce que la titrisation est réellement une solution pertinente pour notre région aujourd'hui? Et pour y répondre, il a fallu aller à la rencontre des acteurs, le régulateur, le secteur public, les lobbyistes, c'est-à-dire les chefs de file, tous ceux qui vont pouvoir voilà, parler de la titrisation, la pousser, les entreprises qui tout juste entendu parler du concept, mais qui ne savaient pas en quoi cela consistait, et enfin, et surtout, le secteur financier, les banques commerciales, les banques de développement, et essayer de comprendre, voilà, comment elles percevaient la titrisation. Alors, au niveau de la régulation, on a été agréablement surpris parce qu'il y a des travaux en cours avec la Banque mondiale pour harmoniser aujourd'hui le cadre réglementaire et l'aligner sur les standards internationaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette compréhension que pour attirer des investisseurs internationaux, il faut parler le même langage qu'eux, il faut pouvoir leur offrir un cadre réglementaire qui leur permette d'investir. Et donc ça, c'est le premier point. Donc, mais également une réflexion sur la facilitation des procédures, les simplifier. Ces dossiers de 60 documents, voire plus à déposer, comment réduire ces temps de traitement, le nombre de documents à déposer et surtout faire des formations et éduquer les acteurs. Ça, c'était un point vraiment très, très clair chez l'AMF UMOA comme étant une priorité. Mais il y avait également le besoin des cédants parce que on a été effarés de voir, comme je disais à l'entame, le pool d'actifs titrisables. C'est pour une petite anecdote, on était en réunion un jour, donc voilà, en essayant de comprendre avec une personnalité du secteur public, et on commence à lui expliquer ce qu'est la titrisation. Et il se retourne vers son directeur financier et lui dit, mais à quoi est-ce que tu me sers si tu n'es pas capable de me trouver ces solutions qui répondent exactement à ce dont on a besoin? Parce que lui, sa préoccupation, c'était pas vraiment la liquidité, mais c'était les notations. Voilà. Et on lui disait, non, 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 alors c'est surtout pas sa faute, la titrisation est encore méconnue. Et c'est pour ça que nous prenons notre bâton de pèlerin et nous allons en parler parce que nous savons que souvent, les cédants eux-mêmes ne savent pas qu'ils peuvent avoir recours à la titrisation. Et enfin, les financements classiques ont leurs limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir avec 10 émissions obligataires, en tout cas pas par une institution privée la même année, et cela a des coûts sur le bilan, pas seulement coûts financiers, mais également en termes de ça pèse sur le bilan, je peux en revenir là-dessus plus tard. Et de l'autre côté, il y avait les investisseurs et on se rendait compte qu'eux étaient en recherche de diversification. Et la titrisation offre cette solution à mi-chemin entre les actions et les obligations, parce que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais en termes de risque, en termes de rendement, on essaie en général d'être un intermédiaire. Et enfin, la proactivité des arrangeurs, comme je disais, il faut aller parler de la titrisation, animer
des séminaires, participer aux conférences ou alors faire des formations dédiées. Ça également, c'est quelque chose que nous faisons à la demande pour éduquer. Et donc aujourd'hui, on voit que il y a encore du chemin à faire, mais que ce chemin est déjà entamé, que ce soit au niveau de la réglementation en cours d'ajustement, l'accès facilité au mode de financement qui doit être diversifié, l'éducation. Et quand on dit maturité, c'est pas une maturité, c'est juste le fait de voir les mêmes intervenants revenir et venir avec ces opérations de titrisation. Et ça, c'était un retour constant. C'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop long, c'est trop compliqué. Donc, nous avons essayé au sein de BOAD Titrisation d'adresser ces questions avec, je vais aller juste un peu, voilà, avec une stratégie qui consiste à mettre en place des programmes. Plutôt que de faire une opération, nous avons décidé de réfléchir à des initiatives s'inscrivant dans la durée et touchant à des secteurs dédiés. Alors, les titrisations des créances de la BOAD, par définition, la BOAD intervient dans tous les secteurs, donc ça, c'est un programme dédié. Mais nous avons notamment mis en place un programme de financement des logements sociaux et abordables en UEMOA, en partenariat avec la CRRH UEMOA, qui a démarré avec NCA Côte d'Ivoire cet été, qui va se poursuivre avec d'autres banques identifiées. Nous avons lancé encore une fois cette année le programme Cœur Samba, donc portant sur le financement des PME en UEMOA, avec NCA Banque Côte d'Ivoire et Orabank Côte d'Ivoire qui ont constitué les premiers compartiments. Et nous sommes ensuite revenus au Bénin, avec 52 milliards, et ceci a constitué la première titrisation au Bénin, mais tout cela en faveur du financement des PME, ce qui veut dire que ces banques s'engagent avec les montants levés à redistribuer ces fonds vers les PME et voire les TPME. Et enfin, là, tout récemment, nous avons clôturé cette opération il y a quelques semaines, la titrisation des factures d'électricité en faveur du financement de projets portant sur les énergies renouvelables, donc pour favoriser la transition énergétique, mais également en faveur de l'accès universel, donc vraiment l'électrification des zones rurales et la réduction de l'impact carbone. Voilà quelle est la stratégie que nous avons mis en place, parce que le fait de regrouper différentes émissions sous un même chapeau, une même mission, permet de mutualiser les coûts. Lorsque deux intervenants lancent une opération en même temps, ce qui a été le cas de NCA Côte d'Ivoire et Orabank Côte d'Ivoire, et bien, elles mutualisent leurs coûts de communication, de roadshow, enfin voilà, et un certain nombre de coûts administratifs. Lorsque la banque, la BOAD, fait une première opération et revient exactement un an plus tard avec une opération similaire, les coûts sont réduits naturellement parce que on a un ensemble de documents qui sont déjà pré-rédigés en quelque sorte. Nous faisons appel aux mêmes partenaires, donc nous savons qu'ils ne devront pas tout reprendre au début comme pour la première opération. Donc en réalité, toutes ces opérations ont un coût d'entrée, mais une fois que ce coût d'entrée est digéré, on capitalise sur la duplication et donc la réduction naturelle des coûts. Donc ça, c'est pour les coûts. Mais étant donné qu'on capitalise également sur la duplication, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a un certain nombre de préexistants. Et enfin, pour les investisseurs, c'est un signal fort parce que c'est une initiative qui, quelle qu'elle soit, démontre son impact. Lorsqu'aujourd'hui, on dit qu'on vient financer le logement abordable et qu'on vient avec 4 banques différentes tous les 6 mois, c'est quelque part beaucoup plus fort qu'une opération coup de poing avec le montant réuni. Parce qu'on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit sur un impact beaucoup plus diversifié et enfin, on vient quelque part démontrer que cette approche est la bonne. Donc voilà, de façon, je dirais résumée, parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures de la titrisation, mais en tout cas, ce que nous faisons au sein de BOAD Titrisation, ce qu'est la titrisation et ses différents mécanismes, et enfin, une sorte d'état des lieux de où est la titrisation en UMOA aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Adi, pour cette belle présentation sur la titrisation. Je pense que tu vois les réactions des participants qui, je pense qu'ils ils ont mieux compris. Parce que pour des néophytes, c'est pas forcément quelque chose d'assez accessible. Moi, durant la présentation, je me suis posé quelques questions pour essayer de comprendre la différence principale, mais je pense que j'ai la réponse, mais je veux ton avis. La différence principale entre les... Tu vois, par exemple, au Bénin, on a fait deux opérations l'an dernier. En 2020, non, cette année, pardon, on a fait l'opération sur la loterie, la LNB, et celle de la BIC. Du coup, au début, je me disais, mais du coup, c'est pas de la titrisation, c'est de la titrisation. Et je comprends que la différence fondamentale, c'est c'est sur la notion de créance. Dans cette opération-là, c'est pas de la créance, si je me trompe pas. Même si c'est des SGI qui ont permis que ces opérations se réalisent. Mais en termes de process, on dirait un petit peu de la titrisation, mais ce n'est pas de la titrisation. Alors, c'était pas de la titrisation, c'était des introductions en bourse, Ça. mais donc avec voilà le capital qui change hein, et qui s'ouvre aux investisseurs, mais de façon je voudrais juste revenir parce que alors c'est peut-être pas sans parler de la LNB et de la BIC au Bénin, mais juste une émission obligataire. OK. Et une comparaison, je ne sais pas si vous voyez bien le graphe que je viens le schéma que je viens de projeter, mais Oui. une opération d'endettement classique, alors, tout comme une titrisation, a une durée déterminée. Hein, si on émet des obligations, bon, on ne peut pas le dire qu'elles sont ad vitam aeternam, il faut, voilà, elle s'arrête à un moment donné. La mise en place, en revanche, d'une opération d'endettement classique est simple simple, Hmm. voilà, on sollicite le marché ou alors on va voir sa banque, l'un ou l'autre, c'est de la dette. La titrisation est plus sophistiquée parce qu'elle implique un certain nombre d'intervenants, elle est extrêmement encadrée par le régulateur pour des raisons évidentes. Hein. Et, mais lorsqu'on regarde les trois derniers points, c'est là qu'on voit vraiment la différence de ces deux mécanismes de financement. Avec une opération d'endettement, on vient puiser dans le bilan du cédant. D'accord. Alors que avec une opération de titrisation, on part d'un portefeuille existant. On est juste en train de dire, Mhm. voilà, prenons l'exemple d'un emprunt hypothécaire. Vous avez une banque voilà, à prêter à 10 familles ou 10 foyers pour qu'ils aillent acheter un bien immobilier et c'est qu'elle sera remboursée sur 15 ans. D'accord. Mais d'un autre côté, elle a d'autres investissements à faire, elle a une stratégie à déployer et elle a besoin en réalité de cet argent, peut-être 10 milliards, aujourd'hui. Une opération de titrisation lui permet de se délester de ses créances, de dire, bon, en réalité, moi, j'aimerais bien récupérer cet argent aujourd'hui et vous, bah, je vous laisse gérer pendant les 10, 15 prochaines années cette créance. Elle va, du coup, sortir du risque parce qu'elle n'est plus exposée. C'est le fonds, désormais, qui détient cette créance. Si le débiteur ne paye pas, ce n'est pas le problème de la banque, ça devient le problème du fonds. Et avec cet argent qu'elle vient de récupérer tout de suite, elle va pouvoir aller faire d'autres investissements. Donc, ce n'est pas une opération où l'argent reçu vient peser sur le bilan existant. On est en train de partir d'éléments existants du bilan au contraire qu'on vient sortir du bilan. D'accord. L'impact sur la notation, bah, sur la dette, enfin quand on fait une opération d'endettement ou de dette ou d'obligation, est en général négatif parce que ce sont des engagements supplémentaires. Il faut pouvoir s'assurer de rembourser ses investisseurs. C'est une relation directe hein, entre le cédant et puis, enfin le cédant, l'entité qui émet et ses investisseurs, alors qu'une titrisation, c'est neutre. Alors, ça peut avoir un impact positif, par exemple, dans le cadre de la BOAD, avec cette décomptabilisation des créances, les agences de notation ont apprécié ces titrisations et ont clairement expliqué que les opérations de titrisation, mais également d'assurance que la BOAD avait fait, avaient contribué à l'amélioration de sa notation. C'est ça. Et l'impact d'une réplication sur le bilan, c'est que plus on fait une opération de dette classique, plus cela va impacter son bilan, alors qu'on peut, tant qu'on a des créances à céder, faire autant d'opérations de titrisation que l'on souhaite. Et j'aimerais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, en tout cas, notre expérience au sein de BWA des titrisations, toutes les entités pour lesquelles nous avons effectué des titrisations, à part la dernière,
sont des entités qui ont déjà refait, avec nous ou sans nous, des opérations de titration. Donc la BOAD a fait sa première avec nous en 2023, a réitéré en 2024, et on est déjà reparti sur notre opération en 2026. NCA a commencé en 2020, a fait 3 opérations de titrisation avec BOAD titrisation cette année, pour 70 milliards de francs CFA en tout. Et Orabank, qui avait déjà fait également une opération en 2021, il me semble, a refait une opération cette année avec nous. Donc, c'est dire que aujourd'hui, nous, dans nos interactions, les entités, les banques en tout cas, et même, là, on a fait avec Sénélec, et on est persuadé qu'il y aura d'autres opérations qui viendront. Lorsque on teste la titrisation et qu'on on en voit tous les bénéfices, on revient souvent en faire une autre. D'accord. Écoute, c'est très clair. Mesdames et messieurs, le Q&A est ouvert. Je vois qu'il y a quelques questions. On va les prendre en quelques minutes. En attendant, on va juste enchaîner avec l'étude de cas parce que du coup, à travers l'étude de cas, Adi pourra prendre des exemples bien précis et nous répondre. Mais dans quelques minutes, on prendra les questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Alors, Adi, on va démarrer avec l'étude de cas si tu veux bien. Comment Adi Stocknam Bay utilise la titrisation pour financer les priorités stratégiques de l'Afrique de l'Ouest. Donc, durant la keynote, tu nous as vraiment expliqué le concept même de la titrisation et quelques opérations que vous avez mis en place. Là, j'aimerais qu'on revienne justement un petit peu sur ton parcours et les différents éléments qui t'ont amené à faire de la titrisation et qu'on comprenne un petit peu la structuration ou les méthodologies que tu mets en place. Ça te va? Très bien. Alors, peux-tu revenir brièvement, parce que tu as directement démarré avec la titrisation, mais peux-tu revenir brièvement sur ton parcours et les étapes clés qui t'ont amené à travailler sur ce mécanisme et les marchés de capitaux globalement? Merci. Alors, moi, Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.